Épisode 71, les conseils d'un polyglotte pour apprendre le français. Salut à toutes et à tous, bienvenue, je suis très content de vous retrouver après cette longue pause, vous m'avez manqué. De votre côté, j'espère que vous avez bien profité de vos vacances, si vous avez eu la chance d'en avoir. Moi, comme vous le savez, j'en ai pas eu parce que cet été, je me suis consacré à la création de mon deuxième cours. Malheureusement, il est toujours pas prêt, c'est plus long que prévu. J'ai besoin d'encore un peu de temps pour terminer tout ça. J'espère que le cours sera prêt au mois de novembre. Donc voilà, il va falloir être encore un peu patient pour celles et ceux qui l'attendent. Mais malgré ça, j'ai décidé de reprendre le podcast parce que je ne pouvais pas vous laisser tout seul plus longtemps. En parlant de ce programme, je voulais aussi vous dire que lundi prochain, le 16 septembre, je vais réouvrir les inscriptions pour mon premier cours, Build a Strong Core. Comme d'habitude, les inscriptions seront ouvertes pour une semaine. Vous aurez une semaine pour rejoindre le programme. Et sachez que ça sera la dernière possibilité de le faire cette année. Ensuite, les prochaines inscriptions seront en 2020. Si vous avez besoin de plus d'informations pour savoir exactement en quoi ce cours consiste, vous pouvez tout simplement aller sur mon site internet innerfrench.com/strongcore. Alors cet été, j'ai reçu beaucoup d'emails de votre part, ça m'a fait très plaisir, mais en même temps, ça devient un peu difficile à gérer pour moi, ça prend beaucoup de temps de répondre à tout le monde. Ce qui fait que j'ai pris du retard, donc peut-être que vous m'avez envoyé un email il y a quelques semaines et que vous n'avez toujours pas reçu de réponse de ma part. Là aussi, il va falloir être un peu patient. Je suis en train de me rattraper et d'essayer de répondre à tous ces emails en retard, mais ça va prendre un peu de temps. Et vous m'avez aussi envoyé beaucoup de témoignages. Maintenant, j'ai un stock énorme de témoignages. Je pense que j'en ai suffisamment pour les 10 prochains épisodes. Donc, si vous aviez prévu de m'envoyer un témoignage, je vous conseille d'attendre un peu parce que, voilà, si vous me l'envoyez maintenant, vous n'allez pas pouvoir l'entendre avant plusieurs mois. Donc, c'est peut-être pas la peine de le faire. Mais merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. J'ai vos témoignages dans mon stock et je vais les passer au fur et à mesure dans les prochains épisodes. Alors pour que ça aille un peu plus vite, je vais passer 3 témoignages dans cet épisode. On va en écouter 2 qui sont assez courts pour commencer et puis un autre à la fin. Bonjour Hugo, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Shane et j'ai 18 ans. J'habite à Dublin en Irlande. J'apprends le français depuis quelques années à l'école et je vais passer mes grands examens du Leaving Cert dans quelques semaines. C'est un peu similaire du système du bac. Je dirais que vous et votre podcast m'a beaucoup aidé avec mes notes à l'école et aussi avec mon intérêt dans la langue et la culture française. Surtout par exemple dans les épisodes de Le Petit Prince et l'école en France. En outre, je me sens que je puisse passer du temps dans l'Hexagone pendant mes heures dans la fac. Tout ce que je peux dire, c'est que vous faites un travail merveilleux. Merci beaucoup. À bientôt, Shane. Merci Shane pour ton message. Je crois que c'est la première fois qu'un Irlandais passe dans le podcast, si mes souvenirs sont bons. Je suis pas sûr parce que il y a déjà eu pas mal de témoignages. En tout cas, tu parles beaucoup mieux français que moi je parlais anglais à ton âge, donc bravo. Je pense que tu as bien travaillé et que tu n'as pas peur de t'exprimer. Donc c'est vraiment super, beau travail. Je suis content d'avoir pu t'aider avec mon podcast. Comme j'ai reçu ton témoignage en juin, c'était avant que tu passes ton examen, mais je suis curieux de savoir si tu l'as réussi. Donc envoie-moi un email pour me dire comment ça s'est passé et ce que tu vas faire ensuite pour tes études. Bonjour Hugo, je m'appelle Celina et j'habite à Brasilia, la capitale du Brésil. J'ai étudié économie à l'université
et j'ai étudié français pendant plus de 10 années à l'Alliance française quand j'étais jeune. Maintenant, je suis retraitée et j'ai du temps pour me dédier à la langue française que j'aime. Même quand tes podcasts et vidéos ne me posent pas de challenge au niveau de compréhension, je les écoute jusqu'au bout car je trouve les sujets que tu choisis très intéressants, actuels et toujours présentés d'une manière équilibrée en montrant les différentes visions possibles. Merci beaucoup, tu es un excellent prof. Merci Célina pour ton message. On a beaucoup de Brésiliens dans le podcast. Je vois dans les statistiques que le podcast fonctionne très bien, qu'il est très populaire au Brésil, donc ça me fait vraiment plaisir. Célina, tu profites de ta retraite pour continuer ton apprentissage du français, et ça, je trouve que c'est génial. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui montrent que l'apprentissage des langues est un excellent exercice pour retarder le vieillissement du cerveau. Donc je pense que c'est une super idée d'apprendre des langues quand on est à la retraite. Et puis, je suis content que ma manière de présenter les sujets te plaise. J'essaye de vous présenter différents arguments, mais en général, c'est assez facile de connaître mon point de vue sur le sujet. Pour cet épisode de la rentrée, j'ai décidé de vous proposer quelque chose d'un peu différent, d'un peu spécial. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Steve Kaufmann, qui est l'un des polyglottes les plus influents sur Internet. Ça fait des années qu'il partage ses expériences et ses conseils sur sa chaîne YouTube. Il a aussi créé une plateforme pour aider les apprenants, une plateforme qui s'appelle Link. Il va en parler dans cette interview. Les vidéos de Steve m'ont beaucoup influencé personnellement. Elles ont beaucoup influencé ma manière d'enseigner et mes idées sur l'apprentissage des langues. Dans cette interview, Steve va nous raconter comment il a appris le français dans sa jeunesse, les expériences qu'il a vécues en France quand il était étudiant à Sciences Po, et surtout, il va nous donner plein de conseils très utiles pour apprendre les langues. Comme Steve parle parfaitement français, vous allez voir que j'ai pas adapté ma façon de parler, donc c'est une interview à vitesse réelle, à vitesse normale. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez lire la transcription de l'épisode sur mon site et retrouver toutes les ressources qui seront mentionnées dans l'interview, dans la description de l'épisode. Voilà, maintenant je vous laisse en compagnie de Steve Kaufmann. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Steve Kaufmann pour une petite interview où il va être question d'apprentissage des langues et en particulier d'apprentissage du français. Alors pour commencer, Steve, est-ce que tu pourrais te présenter ? Je suis un vieux retraité là, j'habite Vancouver. Mais j'aime bien les langues et pendant ma carrière, j'étais plutôt dans le commerce du bois. Et avant ça, j'étais brièvement un diplomate canadien. J'ai eu à apprendre des langues, le chinois, le japonais parce que je vivais au Japon et par la suite, j'ai fait pas mal de business en Europe, en Allemagne, en Suède, etc. Le français, je l'ai appris parce que, j'ai grandi à Montréal, mais Montréal, à l'époque, c'était une ville divisée anglais-français, mais je me suis intéressé. Donc, je n'ai pas appris le français à l'école, mais je me suis intéressé au français. Et pour ça, je suis allé en France, où j'ai fait mes études universitaires, 1 an à Grenoble, 2 ans à Sciences Po à Paris. Puis, j'ai maintenu mon français parce que je l'aime. J'aime lire en français, j'aime écouter des livres sonores, des audiolivres en français. Et puis, depuis l'âge de 60 ans, là, je me suis intéressé au russe, coréen, maintenant, beaucoup de langues. Et tout récemment, j'ai commencé, disons, un défi. J'essaie d'apprendre 3 langues du Moyen-Orient, c'est-à-dire le persan, l'arabe et le turc. Okay. Et je dois ajouter qu'avec mon fils, on a créé un site web pour l'apprentissage des langues qui s'appelle Link, L-I-N-G-Q. Et j'ai d'ailleurs un canal à YouTube qui s'appelle Lingo Steve. OK. Où je parle de l'apprentissage des langues. Voilà. Tu veux dire une chaîne sur YouTube?
Chaîne, oui, une chaîne. Une chaîne OK. sur YouTube, ok. Oui, oui. Et combien de langues tu parles? Eh bien, c'est toujours la question. C'est-à-dire, j'ai à peu près une douzaine de langues où je peux facilement m'exprimer, je comprends, je fais des fautes, mais enfin, ça va. Euh, et puis, un autre, disons, 10 langues que je parle à de différents niveaux, je comprends, mais j'ai de la difficulté à m'exprimer, surtout si je ne l'ai pas utilisé. Et puis, finalement, il y a les 3 langues que je suis en train d'apprendre maintenant où, bon, je suis débutant, disons. Donc, ça fait 21, 22 langues. Et pourquoi tu t'es lancé ce défi d'apprendre ces 3 langues en même temps? Eh bien, parce que je suis un peu, voilà, ça dépend de, c'était pas l'intention au début. J'ai décidé d'apprendre l'arabe. J'habite Vancouver. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent arabe ici à Vancouver. Par contre, il y a pas mal d'Iraniens. Donc, je me suis dit, j'ai appris l'écriture arabe, donc je vais en profiter pour apprendre le persan, pour pouvoir parler à l'épicier iranien au coin là. Et par la suite, ma femme regardait des séries là, des drames sur Netflix en turc. Ah, je me suis dit, hey, pourquoi pas? Ça fait 3 langues qui sont liées historiquement, culturellement, etc. Et bien que ce soit des langues de familles de langues très différentes, ben, il y a quand même 15% de vocabulaire qui est commun. Donc, c'est très intéressant. Et puis, c'est une expérience aussi, parce que normalement, je me suis toujours concentré sur une langue à la fois, parce qu'il faut une certaine intensité, justement, pour se convertir en personne qui parle bien une autre langue. Mais là, j'essaie de voir, parce que là, je me concentre pendant 3 mois dans l'arabe, par la suite le persan, par la suite le turc. Et puis, bien sûr, je perds un peu, j'oublie un peu, mais par contre, parce que dans l'apprentissage des langues, c'est toujours une question de répétition et de nouveauté. Parce que des fois, j'apprends le français, puis j'y arrive pas, puis je fais pas de progrès. Des fois, si on étudie une autre langue, mais là, on a envie de retourner à la première langue et ça devient nouveau. Donc, c'est un peu l'expérience que je fais. C'est vrai. Ouais, moi j'apprends le polonais depuis quelques années et du coup, par rapport au polonais, l'anglais et l'espagnol, maintenant, ça me semble vraiment être un jeu d'enfant. Ben Donc, oui. ça permet de mettre les choses un peu en perspective. Et puis, c'est très intéressant parce que en faisant ces 3 langues, quand j'écoute, par exemple, l'arabe ou le persan après 3 mois de turc, eh bien, qu'il y ait des mots que j'ai oubliés, je l'entends mieux, c'est plus clair. Donc, je crois que plus on apprend de langues, mieux notre capacité d'apprendre, notre capacité de se rendre compte des sons et des structures s'améliore. Donc, il y a une espèce de perte du point de vue certains vocabulaires, certaines structures, mais point de vue de notre capacité d'apprendre, je crois que c'est positif. J'aimerais qu'on revienne un peu justement sur ton histoire avec le français, parce que tu dis Oui, souvent que le français, c'est ton premier amour. oui. Alors, à quel âge tu as commencé à apprendre le français et comment ça se passait au début? Bon, on avait le français à l'école. Il faut comprendre que Montréal, dans les années 50, c'était 2 villes. Ville anglophone, ville francophone. Donc, tout se passait en anglais autour de moi. Et les professeurs qu'on avait, c'était des anglophones. Et c'était un sujet comme les maths, comme n'importe quoi, et on n'était pas très intéressés. Mais les bons élèves avaient des bonnes notes, mais ne savaient pas parler, tout simplement. Et une fois rendu à l'université McGill à Montréal, j'avais un professeur de français, donc qui était français, non seulement francophone, il était français. Il nous a stimulés. Il nous a présenté la civilisation et histoire, culture française d'une façon très attrayante, c'était stimulant, intéressant. Alors là, à Montréal, on a les moyens parce qu'il y a des journaux en français, à la radio en français, tout. Alors, je me suis intéressé donc au français. Et c'est ça, finalement, il faut faire l'effort soi-même. Ce n'est pas dans la classe que tu vas apprendre une langue. Il faut que tu te plonges là-dedans. Et ça m'a rendu, il y avait les films de la Nouvelle Vague, il y avait tout ce genre de choses à l'époque. Je me suis dit, il faut aller en France. Et pour moi, c'était un rêve. Je me souviens quand je suis allé à Paris et je voyais l'Arc de Triomphe, là, c'était comme c'est pas réel parce que j'avais vu ça dans des films et pour être là en réalité, c'était sensationnel.
J'avais la même impression la première fois que j'ai mis les pieds à New York. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film et d'entendre des acteurs autour de moi. Oui. Je comprends, je connais bien ça. Donc, tu as fait un échange en France à Sciences Po, il me semble. C'est-à-dire, j'avais fait 2 ans d'études à McGill et puis j'en avais assez, ça ne m'intéressait plus. Donc, je suis allé, enfin, j'ai fait de l'autostop sur les bateaux parce que je suis allé au port de Montréal et pendant 3 jours, j'allais sur des bateaux, je voulais rencontrer le capitaine et puis dire, voilà, je vais travailler gratuitement si vous m'emmenez en Europe. Et j'ai trouvé un bateau après 3 jours. Et puis, j'ai décidé, pour la première année, d'étudier à Grenoble. J'ai fait un tas de jobs. Je vendais François dans les cafés. Enfin, j'enseignais l'anglais. Je faisais un tas de choses. Par la suite, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse du gouvernement français. Donc, c'est les contribuables français qui m'ont payé mes études. Merci beaucoup. De rien. Et voilà, c'est toute une expérience parce que l'enseignement en France, en sciences politiques surtout, c'est très basé sur les faits. Il faut savoir. Il ne suffit pas de raconter un tas de choses, je crois ceci, je crois cela, comme en Amérique du Nord, souvent. Il fallait avoir les faits. Et donc, et la deuxième chose, il fallait pouvoir s'exprimer. Sciences Po, je me souviens qu'il y avait un professeur qui a dit « la forme est plus importante que le contenu ». Donc, il fallait donc maîtriser ce genre d'exposition, première partie, deuxième partie, etc. Il y avait un tas d'expositions, examens oraux, et je crois que c'était aussi c'était un défi parce que pour moi, pendant ces 3 ans-là, il a fallu que je devienne étudiant français comme n'importe qui. Hein. Ouais. Donc, c'était pas seulement la barrière de la langue ou les difficultés liées à la langue, mais aussi un étudiant qui simplement découvre Sciences Po, la méthode Sciences Po, le plan en 2 parties, etc. Oui. Enfin, finalement, c'est un peu comme quand on apprend une langue, évidemment, on doit imiter certains aspects de la culture, de la langue qu'on est en train d'apprendre. On imite les sons, par exemple, on imite les façons de s'exprimer. Et finalement, on devient un peu… il faut qu'on ait la volonté de vouloir faire partie de cette culture. Je ne vais pas devenir musulman parce que j'apprends l'arabe, mais c'est-à-dire, c'est important. Pour réussir, il faut vouloir sortir de cet espace confortable de sa langue, sa culture, pour justement se baigner dans l'autre. Et est-ce que tu te rappelles un peu de tes premiers contacts avec les Français parce qu'en français, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre la langue formelle qu'on apprend à l'école et la langue informelle qu'on entend dans la rue. Oui, mais ça, c'est à la marge. Finalement, 90%, c'est la même langue. Donc, c'est quelques mots de slang, d'argot, on les entend, on les apprend, on les assimile. Je crois que c'est plus important d'avoir la base, la langue, qui peut venir de films, de livres, de n'importe quoi. Et puis les autres, même les jurons, n'importe quoi, on les apprend à fur et à mesure. Pour moi, j'étais pas conscient d'une espèce de besoin d'apprendre un vocabulaire que j'avais pas. Mais premier contact avec les Français, tout était très, très positif. Je faisais de l'autostop, donc le bateau sur lequel je travaillais allait de Montréal à Londres. J'ai fait de l'autostop donc de l'Angleterre en Belgique. Ensuite, je suis arrivé donc en France ayant traversé la frontière avec la Belgique. Il y avait 2 personnes, d'ailleurs 2 instituteurs dans une école à Lille qui m'ont pris dans leur voiture. Mais ils ont dit, mais où tu vas rester ce soir? J'ai dit, j'ai pas d'idée de rester à l'école parce que c'est fermé, c'était l'été. J'ai dormi donc dans une salle de classe. Et puis, on s'est rencontrés pour ce dîner. Et bien, ils m'ont dit, mais il y a, je sais pas qui, là, Jean-Jacques, voilà, qui va à Paris, il peut t'amener avec lui à Paris. Oh, ben, très bien. Ben, arrivé à Paris, ils m'ont invité à rester 2 semaines avec eux. Ils habitaient le 20e arrondissement. Donc, c'est un quartier plutôt ouvrier.
Et ils m'ont même, j'ai travaillé parce que je parlais anglais et français. Je les ai aidés dans une espèce d'agence de voyage, si je me rappelle bien. Donc, ils me payaient. Et tout. En faisant de l'autostop à l'époque en France, souvent les gens t'invitaient chez eux, t'invitaient à manger. Tout le contact que j'avais avec les Français était très, très, très positif. Je ne sais pas si les Français sont aussi hospitaliers maintenant, mais Je crois qu'ils le sont. Il suffit de ne pas trop se concentrer sur les quelques mauvaises rencontres qu'on peut avoir. Bien sûr, les marchands, souvent, ils sont très, bon, non, ils t'engueulent pour aucune raison. Ouais, OK, ils vivent comme ça, c'est leur culture. Ça, il ne faut pas s'énerver pour ces choses-là. Parce qu'il y a tellement de personnes, et même récemment, avec ma femme, on a voyagé en Bretagne, il y a des gens, toutes les personnes, si on fait le moindre effort, bien sûr, ça aide si on parle la langue. Les gens sont très abordables, très intéressants, ils aiment discuter de tout et de rien, des Français. Mais c'est bien, j'aime bien. ouais, je pense que souvent le problème est plus dans notre attitude à nous parce que voilà, si on est très stressé en arrivant pour parler à quelqu'un, c'est sûr que cette personne va pas être à l'aise non plus parce qu'elle voit que on a peur de parler, on est en difficulté et c'est sûr que l'échange va pas être super. Oui, et puis ça dépend aussi de son niveau. Alors, si on ne parle pas très bien la langue, et ce n'est pas uniquement en France, et si l'autre personne parle mieux l'anglais, par exemple, ben, l'autre personne va commencer à parler en anglais. Et ce n'est pas une insulte, parce que finalement, cette personne-là qu'on aborde, qu'on rencontre, il n'est pas notre professeur de langue, c'est une personne qui veut communiquer. Donc, si elle ou lui sent qu'il parle mieux l'anglais que toi, tu parles français, ou allemand, ou n'importe quoi, ben, il y a des fortes possibilités qu'il va te répondre dans ta langue. Et ce n'est pas une insulte, mais il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à cela. Mais c'est une question de communication, ce n'est pas une question de... pourquoi toi, tu as le droit de parler français, même mauvais français, alors que lui, il n'a pas le droit de parler anglais. Donc, ça, il faut tout prendre avec, comme ça vient. Bon, voilà. Même s'il parle mal l'anglais, mais il veut imposer son anglais, alors que ton français est meilleur, pas grave. Alors, je crois, la France est un pays très accueillant. Ça a toujours été mon expérience, et même pour ma femme qui parle pas très bien le français, il ne faut pas y aller avec des idées préconçues. Ouais, j'entends souvent que c'est un problème pour les anglophones et les Américains qui déménagent au Canada, surtout dans les parties francophones, qu'à chaque fois qu'ils commencent à essayer de parler français, on leur répond systématiquement en anglais et au final, c'est très difficile pour elles de pratiquer le français. Bon, le cas du Québec, c'est un peu différent. Il suffit d'aller au lac Saint-Jean, à Saguenay, là où ils parlent peu l'anglais, mais à Montréal, c'est une ville très, très bilingue. Et les gens passent, même les anglophones passent au français, les francophones passent à l'anglais. Et puis, voilà, c'est probable qu'à Montréal, ils vont passer à l'anglais si tu ne parles pas très, très bien le français. Ce n'est pas pour t'insulter. Ils croient, les gens pensent que c'est plus commode, ils veulent être aimables, ils passent à l'anglais. Okay. Pour l'étudiant du français, c'est pas très bon. Effectivement, mais c'est simplement de la politesse, finalement. Oui. Et une fois que tu es rentré au Canada, est-ce que ça a été facile pour toi de maintenir ton français? Pas tellement, mais j'ai eu l'occasion de voyager en France. D'ailleurs, il y a eu des moments où j'ai été mal reçu par les Québécois à cause de mon accent plutôt français. On n'aime pas les Français de l'autre bord, on m'a dit. Mais c'était un moment où, disons, le mouvement nationaliste était plus réchauffé que maintenant. Oui, mais maintenant, ça n'existe plus. Mais je dois dire que je crois que je parle mieux français maintenant qu'il y a, même quand j'étais en France, parce que j'ai beaucoup écouté des livres sonores. Et quand tu écoutes, et je comprends les mots, il ne me manque pas de vocabulaire, mais il me manque cet entraînement. Et je me rappelle quand j'ai écouté des livres même des livres du 18e siècle ou de Balzac, 19e siècle et tout ça,
c'est une façon, et je recommande pour les gens qui ont un certain, disons, après le niveau de tes podcasts, il vaut la peine d'étudier donc des livres sonores, et surtout 19e siècle, parce que les textes sont disponibles. Parce que tu peux lire les textes, il y a des mots que tu ne comprends pas. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé. Je me rappelle, je travaillais dans le jardin et j'écoutais, je ne sais plus quoi, ce que c'était. Et ça, c'est très bon pour son niveau d'expression dans n'importe quelle langue. Est-ce qu'il y a des auteurs que tu affectionnes particulièrement? Ben, j'aime Balzac parce qu'il parle. Longue description. Longue description. Et même des mots, des livres qui sont pour moi inlisables parce que trop ennuyants, comme Proust, par exemple. Si tu les écoutes, ça devient digérable. Et puis, c'est joli. C'est joli quand on l'écoute. C'est très ennuyant quand on le lit, pour moi. Donc, en tout cas, pour maintenir le français maintenant, les livres audio jouent vraiment un rôle important pour toi. Oui, mais il faut dire que j'ai moins de temps maintenant parce que, bon, je me concentre sur d'autres langues, donc je n'ai pas eu tellement l'occasion, mais s'il fallait rafraîchir mon français, je prendrais des audiolivres. Ok. Et il me semble que cette entreprise que tu as, Link, au départ, Oui. C'était un outil que tu avais développé pour tes besoins à toi, c'est ça? C'est ça, oui. Deux choses. D'abord, on avait un employé chinois qui parlait mal l'anglais. On faisait des logiciels pour les scieries. On était dans le bois et on a créé quelque chose pour l'aider, lui. Lui, il est rentré en Chine. Donc, ça, c'était un point de départ. Mais un autre point de départ, c'est que j'avais un tas de livres ici, par exemple en espagnol. En français, enfin, à peu près, il y a très peu de mots que je ne connais pas. Mais en espagnol, il y en avait. Chaque page, il y avait 10 mots que je ne connaissais pas. Et c'est très fatigant de chercher dans le dictionnaire. On oublie tout de suite. On fait des listes, on ne lit jamais ces listes. Enfin, alors, c'est un peu ces deux choses. Je me suis dit, voilà comment il faut faire maintenant avec tous les textes digital. Et puis, les dictionnaires en ligne, ça serait génial de pouvoir lire et puis de pouvoir par la suite voir quels étaient les mots qu'on a sauvegardés, les un peu travaillés, etc. Donc, ces deux besoins-là, le besoin de cet employé et le besoin pour moi de lire en allemand, en espagnol et voilà, d'avoir le sentiment que je pouvais faire croître mon vocabulaire en lisant. Et est-ce que tu pourrais te décrire un peu comment ça fonctionne pour quelqu'un qui n'a jamais vu Link? OK. Ben, Link, il y a, disons, 35 langues de disponibles. Le principe, c'est que l'apprentissage des langues, ça passe par l'écoute et la lecture. On ne peut pas apprendre une langue en parlant parce qu'on n'a pas les mots et on ne comprend pas ce que dit l'autre. Il faut d'abord atteindre un niveau de compréhension et un niveau de vocabulaire qui nous permettent d'avoir des discussions réelles, significatives avec d'autres. Donc, dans chaque langue, il y a une bibliothèque avec toujours audio et texte. Il faut qu'il y ait les deux. Et pour les débutants, il y a par exemple des histoires comme Piotr en Pologne, avec beaucoup de répétitions. Et que j'écoute, enfin pour l'arabe, le persan, j'écoute 30, 40 fois parce que pour que la langue, il faut que la langue entre dans sa tête. Parce que avant que l'apprenant ait eu une vraie expérience avec la langue, toutes les explications ne servent à rien. On peut seulement expliquer une chose qu'il y a un point de référence avec quelque chose que tu connais déjà. Donc, chez nous, on a donc des choses pour débutants et par la suite, il y a des choses plus difficiles, même des livres. Et puis aussi, on permet à nos membres d'accéder à n'importe quoi qu'on peut trouver sur l'Internet. Donc, des articles, des journaux, des livres, même maintenant avec
qu'on appelle une extension du browser. Je ne sais pas comment ça se dit. Un browser Une extension du navigateur. Une extension du navigateur. N'importe quel article de n'importe quel journal, etc., on peut l'importer tout de suite pour devenir leçon. Vidéo sur YouTube, on peut l'importer, ça devient une leçon. On a le vidéo, l'audio, le texte, pour qu'on puisse travailler les mots et les expressions. Et même Netflix, on peut importer des épisodes, des séries. Sauf qu'avec Netflix, il nous empêche de prendre le son. L'avantage avec les choses qu'on trouve sur YouTube, c'est qu'on a le son et c'est d'ailleurs estampé temps, donc timestamped. Ça veut dire que quand on lit, parce qu'à Link, on a aussi ce qu'on appelle sentence mode, donc phrase par phrase, on lit la leçon et on a le son qui correspond à cette phrase, puisqu'il y a le timestamp, donc comment dirais-je, voilà. Je ne sais pas comment les timestamps. Voilà, c'est timestamp. Marqueur temporel, je crois. Voilà. Et donc, c'est très bien. Mais l'idée avec Link, c'est on est axé sur l'idée qu'il faut surtout apprendre la langue à travers le input, donc la lecture et l'écoute. On a un tas de matériel dans chaque langue pour te lancer et, disons, te pousser à un niveau où tu peux commencer à accéder à des choses plus intéressantes, plus authentiques. Et là, il y a toute une gamme et tu peux chercher à travers l'Internet et tout ce que tu trouves, tu peux l'importer à Link et toutes les fonctions, des statistiques sur les mots su, sur les mots appris, heures d'écoute. Enfin, il y a un tas de statistiques parce que souvent, on a l'impression qu'on ne fait pas qu'on n'avance pas. Et puis finalement, l'important dans l'apprentissage des langues, c'est l'activité. Il faut y mettre le temps. Donc, quand on voit ce que, ouais, effectivement, j'ai écouté tant d'heures, j'ai lu tant de mots, j'ai appris tant de mots, c'est un peu, disons, encourageant. Et puis finalement, si on continue, on va éventuellement y arriver. Mais le fait est que dans l'apprentissage des langues, au début, on fait des progrès, on est très excité, on arrive à comprendre quelque chose, à dire quelque chose. Mais de là à vraiment pouvoir maîtriser la langue, c'est une longue journée. Journey, non, voyage. C'est pour ça qu'on a un tas de statistiques pour encourager les gens. Donc, disons que c'est une société, c'est une ambiance, c'est une plateforme où tout est là, c'est commode, il ne faut pas gaspiller son temps à chercher partout pour des contenus, les différentes astuces pour apprendre. Tout est là à Link. Voilà. Maintenant, pour finir, j'aimerais te poser une ou deux questions qui sont propres au français, à l'apprentissage du français. Tu dis souvent que pour toi, c'est pas nécessaire, et là-dessus, tu es d'accord avec Stephen Krashen, c'est pas nécessaire de parler dès le début ou d'essayer de parler dès le début. Est-ce que c'est quelque chose que tu soutiens toujours? Et à ce moment-là, à ton avis, combien de temps est nécessaire avant de commencer à parler? Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut commencer à parler quand on en a envie. Voilà. Donc, il n'est pas nuisible de commencer à parler au début. Quand je vivais au Japon, j'apprenais moi-même, par moi-même, là. Mais quand j'avais la possibilité d'utiliser mon japonais, je l'utilisais. Donc, mais on ne doit pas forcer les gens à parler. Et au début, on a très peu de choses à dire et on ne comprend pas. Donc, si j'habite au pays où la langue est parlée, je vais parler au début, chaque fois que j'ai l'occasion. Mais s'il faut que je m'arrange avec un tuteur à travers l'Internet, 30 minutes, et je ne comprends pas ce qu'elle dit, et je n'ai pas de mots, moi, je préfère passer mon temps à développer ma compréhension et mon vocabulaire. Puis, arriver à un moment donné, j'aurais envie de parler parce qu'il y a un tas d'expressions dans ma tête, un tas de mots. Je veux me lancer, je veux m'exprimer. Et bien sûr, au début, c'est difficile, mais ça sera difficile à n'importe quel moment. Parce qu'une fois, quand il faut activiser tout ce qu'on a appris, ça sera difficile. Mais plus plus haut est son niveau de compréhension, plus on a de mots, d'outils, mieux ça sera. Donc, plus on sera confiant.
Et la confiance est très importante. Donc, je dis, ce n'est pas une question d'interdire les gens à parler au début, mais ce n'est pas nécessaire. Et je crois qu'il faut parler quand on en a envie. Dernière question, moi j'ai souvent parmi mes élèves, surtout les élèves anglophones, des personnes qui me disent que c'est assez difficile pour elles de comprendre quand il faut utiliser le passé composé ou l'imparfait. Mais j'ai entendu dans une interview que tu disais que pour toi, les temps en anglais et les temps en français sont pas si différents. Je suis assez d'accord avec toi. Mais comment tu expliquerais ça à un anglophone? Je dirais, il faut se faire des habitudes. Les habitudes se font à travers l'écoute et la lecture. Et il faut savoir se rendre compte de ce qui se passe. Donc souvent, par exemple, pour des langues comme le russe, etc., je vais souligner certaines expressions, certaines structures pour aider mon cerveau à se rendre compte de ce qui se passe dans la langue. Et il y a certains, disons, modèles là, qu'il faut essayer d'assimiler. Mais jamais pour le français ni pour l'anglais, je ne pense au terme passé composé. Je ne sais pas, il y a un tas de termes pour les temps en anglais que je ne connais même pas. Si on s'efforce de penser, est-ce que je dois utiliser ceci ou cela, on n'arrive plus à s'exprimer. Donc, ça prend du temps. Ça prend beaucoup d'écoute, de lecture et même, il faut beaucoup parler. Parce que quand on parle, on se rend compte souvent de ses propres difficultés. Et peut-être, c'est mon expérience, après une discussion, je me rends compte de là où j'avais de la difficulté. La prochaine fois que j'écoute, que je lis, je vais essayer de faire davantage attention à ce genre de structure. Mais il faut, et même si on fait des fautes de temps, et même en subjonctif, n'importe quoi, c'est pas grave. Finalement, l'important, c'est de prendre du plaisir et dans l'écoute et la lecture et aussi dans l'expression. Et si on prend du plaisir, on va continuer. Et si on continue, on va s'améliorer petit à petit. Voilà, c'est tout. Et sans trop se compliquer la tâche avec des règles, etc. Je ne crois pas que ça aide. Super. Bon, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on va finir sur cette note très positive. Très bien. Pour prendre plaisir. Merci pour tous tes conseils. Merci pour ton temps, Steve. Et félicitations pour ce que tu fais. Je crois que c'est très important pour l'apprentissage non seulement du français, mais pour toutes les langues. Ce genre de contenu, c'est ce qu'il nous faut. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cette interview avec Steve Kaufmann vous a plu. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur Steve et sur sa méthode d'apprentissage des langues, vous pourrez retrouver sa chaîne YouTube, son podcast, etc. dans la description de cet épisode. En tout cas, je pense qu'il y avait plein de choses passionnantes dans ce que Steve a raconté et j'espère que ça vous a motivé pour continuer votre apprentissage du français. Avant de finir cet épisode, comme promis, on va écouter un dernier témoignage, celui de Victor. Bonjour Hugo, je suis Victor. Je vous salue depuis la péninsule de Yucatan au Mexique. J'ai 49 ans et je suis tombé amoureux de votre podcast. Je l'écoute régulièrement dans ma voiture. Cela a beaucoup amélioré ma compréhension orale et je crois que c'est un exercice magnifique pour mon cerveau. Je veux dire, si on va en salle de sport pour exercer nos muscles, pourquoi ne pas faire la même chose pour notre cerveau? Au début, j'écoutais les podcasts en lisant les transcriptions. Mais maintenant, je seulement l'écoute et je suis heureux de voir que près de 90% de tout que c'est, j'attends et je le comprends. J'étudie à l'Alliance française de ma ville. Je dirai à tous mes copains d'écouter les podcasts. Eh bien, votre fan mexicain vous dit au revoir. Merci. Merci beaucoup Victor pour ton message. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on peut entraîner son cerveau de la même façon qu'on entraîne ses muscles à la salle de sport. Victor, tu as fait beaucoup de progrès parce que maintenant, tu n'as plus besoin des transcriptions pour comprendre les épisodes. Donc bravo, tu peux être fier de toi. Je sais que cette méthode fonctionne parce que je l'utilise moi-même pour apprendre le polonais,
Mais quand même, à chaque fois que j'entends ce genre de témoignage, je trouve ça extraordinaire. C'est super de voir tous les progrès que vous faites grâce au podcast. D'ailleurs, merci d'en faire la promotion auprès de tes camarades de l'Alliance française. Ça m'aide beaucoup et ça permet d'agrandir la communauté Inner French. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Et comme d'habitude, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao!